Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Stanislas Milsan, directeur environnement, recherche et développement de Moët & Chandon. On détaillera notamment le programme d'agroécologie mis en place par la maison de Champagne. Pour notre débat, on va parler de l'impact du changement climatique sur la production de fruits avec les résultats d'une étude menée par AXA Climate et les fédérations de producteurs. D'ici 2030, le nombre de zones de production fruitière à risque va doubler en France. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez PureNat et ses purificateurs d'air qui captent et détruisent les polluants organiques. Voilà pour la titre, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact est avec nous en visioconférence en duplex. Bonjour Stanislas Milsan, vous êtes directeur environnement, recherche et développement de Moët & Chandon. Vous dévoilez un programme d'agroécologie qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an, c'est ça? De quoi s'agit-il? Bonjour Thomas-Hugues, effectivement, oui, je viens vous parler de Natura Nostra, un programme qui a été lancé en 2021, alors que cette année nous fêtons les 280 ans de la maison. La maison a souhaité mettre en avant l'agroécologie au travers d'un programme ambitieux de restauration de corridors écologiques. Si vous avez la chance de traverser la Champagne, d'y venir, vous verrez que souvent on a des forêts sur les plateaux, on a nos vignes qui sont sur les coteaux, et puis dans la plaine, on a des grandes cultures. Et il nous est apparu important de restaurer une continuité entre ces forêts qui sont des réservoirs écologiques et puis la plaine champenoise, et donc de remettre des arbres au cœur de nos vignes. Et alors ça a commencé donc il y a près de 2 ans. Quels sites, où sont déployés les premiers kilomètres de corridors écologiques? Alors on a commencé par travailler avec les collectivités, en l'occurrence la mairie d'Épernay, qui avait identifié dans un atlas de la biodiversité un certain nombre de trames vertes à restaurer. Et il se trouve qu'une de ces trames vertes traversait une propriété de la maison qui s'appelle le Fort Chabrol, au cœur d'Épernay, entre la forêt d'Épernay et la vallée de la Marne. Et donc c'est là, dans ce lieu historique, puisque c'était là qu'était établie la première école de viticulture de Moët & Chandon à la fin du 19e siècle, pour mettre en place la technique du greffage, pour lutter à l'époque contre le phylloxéra. C'est donc à Fort Chabrol qu'on a planté 1743 arbres en hommage à l'année de fondation de la maison, avec nos collègues, pour pouvoir donc restaurer ce corridor entre la forêt d'Épernay et la vallée de la Marne. Et ces 1743 arbres plantés par nos collègues, ils bénéficient à l'ensemble des riverains, puisqu'on est pratiquement en ville, à proximité d'un collège, et donc on est content de voir la biodiversité revenir au cœur de la ville. Et donc chaque année, je crois, il y a ces journées biodiverses. Ensuite, ça a été à Romont, site il y a beaucoup d'actions d'ailleurs en faveur d'une agriculture régénératrice qui y sont menées. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, bien sûr. Donc l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui veut prendre soin des sols. Et pour nous, le sol, c'est un patrimoine important. On a la chance d'avoir des vignes qui sont là depuis quelques dizaines, voire des centaines d'années. Et néanmoins, il faut que nos sols et nos terroirs fonctionnent bien. Donc on veut prendre soin des sols. C'est pour ça qu'en 2020, on a décidé d'arrêter les herbicides, et que ça faisait suite à une longue démarche de certification viticulture durable en Champagne dès 2014, par exemple. Donc on a arrêté les herbicides et on veut retrouver une vie des sols. Et donc, outre les haies dont on a parlé, les arbres qu'on remet au cœur des vignes, on veut aussi remettre avec de l'herbe, quelquefois des couverts végétaux. Donc on a aujourd'hui 50 hectares de couverts végétaux qui sont plantés entre les rangs de vignes, de manière à ramener d'autres formes de vie au sein du vignoble. Et puis on a aussi des programmes d'éco-pâturage. Les moutons sont de retour dans les vignes après les vendanges et avant que la végétation ne redémarre au printemps. On a aujourd'hui 220 moutons qui pâturent à peu près une centaine d'hectares de vignes, pour éviter là aussi le passage de tracteurs, l'utilisation de travail du sol, qui certes est une méthode intéressante, mais qui provoque à long terme le tassement de nos sols, parce que malheureusement les tracteurs qui certes pour certains sont électriques, mais ces tracteurs sont relativement lourds, et donc on a des phénomènes de compaction des sols. Donc on a une nouvelle boîte à outils qui se met en place progressivement.
On a effectivement des haies, des arbres, on a ces couverts végétaux qu'on essaie d'instaurer et qu'on vient détruire juste avant le printemps pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre le plant de vigne et, euh, et, la, et ces couverts végétaux. Ça forme une sorte de paillage et du coup ça permet d'économiser de l'eau, ça permet d'éviter une température au sol trop importante. Et puis enfin, on a nos fameux moutons qui nous permettent au cas par cas de venir en hiver traiter des herbes, des adventices qui seraient restées en nombre trop important à proximité des vignes. En termes de rentabilité, parce que quand on est une maison de champagne aussi mondialement célèbre que la vôtre, est-ce qu'on cherche à, c'est peut-être une question à côté de la plaque, hein, mais je l'assume, on cherche à étendre les hectares de vignes pour pouvoir produire encore plus? Est-ce que c'est limité, réglementé? Comment ça se passe? Parce qu'on va vous dire, vous créez des corridors écologiques, c'est moins d'espace pour les vignes. Alors, oui, effectivement, c'est un peu moins d'espace pour les vignes. Aujourd'hui, on a la chance d'être à la tête du premier vignoble de Champagne, avec à peu près 1200 hectares de vignes, ce qui est aussi une responsabilité. Et on travaille avec des partenaires vignerons. Pour nous, l'enjeu de cette viticulture plus durable, de cette agroécologie, c'est d'abord de garantir la quantité et la qualité des raisins, très clairement, puisqu'on a besoin de nourrir la croissance de nos marques avec des vins toujours de très grande qualité. Donc ça, c'est notre objectif premier. Mais néanmoins, on est persuadé que face au changement climatique, qui est une réalité en Champagne, la biodiversité est une des réponses les plus adaptées à ce défi qu'est le changement climatique. Le changement climatique, il est d'actualité parce qu'on voit par exemple les dates de vendange avancées. On sait qu'on a des raisins qui sont aujourd'hui un peu plus sucrés. Alors on était à la limite nord de la culture de la vigne, donc c'est plutôt pour nous à ce stade garant de qualité, mais néanmoins, on voit aussi arriver de nouvelles maladies, par exemple, et on se dit que si on a des haies à proximité de nos vignes, on vient cloisonner un peu notre vignoble, on va avoir des auxiliaires, par exemple des oiseaux, qui pourraient demain nous aider à lutter contre des nouveaux porteurs de maladies, des nouveaux insectes, qu'aujourd'hui on n'a pas encore dans le vignoble champenois, mais quand on voit la progression de certaines maladies, et je pense à la flavescence dorée par exemple dans le sud de la France, qui remonte progressivement, eh bien on se dit que avoir de la biodiversité, ça peut être un bon moyen de lutter contre ces nouveaux ravageurs potentiels. Alors, vous avez un petit peu répondu à la question, mais donc vous décidez d'arrêter les herbicides, je crois que c'est 2020, hein, c'est ça, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Par quoi vous le remplacez? Par un dispositif un peu global que vous venez de nous décrire? Comment ça se passe? Alors en fait, quand on arrête les herbicides, d'abord c'est le fruit de 10 ans de travail. On ne fait pas du jour au lendemain en se réveillant un beau matin en se disant ah les herbicides c'est pas bien, on va arrêter. Non, on se rend compte qu'effectivement on peut peut-être travailler différemment, que nos grands-parents travaillaient sans herbicides et que néanmoins ils faisaient des vins de grande qualité. Donc on doit pouvoir y arriver, y compris en Champagne. Et donc là on tâtonne, on fait des essais et vous savez qu'on a différentes situations. On peut avoir des vignes en coteaux avec des pentes qui sont quelquefois fortes, des vignes sur des terroirs un peu moins exposés. Et donc, on tâtonne et au bout d'une dizaine d'années, on a les solutions techniques avec en particulier du travail du sol, c'est-à-dire qu'on vient gratter superficiellement le sol entre 5, 6 ou 7 fois par an selon les années pour arriver à maîtriser l'herbe qui vient en concurrence avec la vigne. Au passage, on a effectivement une concurrence accrue de l'herbe avec la vigne, donc on a une petite perte de rendement qui a pu atteindre 15% pendant quelques années, le temps qu'il y ait un nouvel équilibre qui se crée, parce que la vigne, du coup, va plonger ses racines un peu plus profond et elle va aller chercher l'eau et les nutriments en profondeur, là où elle avait tendance à les chercher en surface, parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Donc il y a un équilibre à retrouver, et cet équilibre, il se refait au bout de quelques années, quelques saisons. Et donc, on arrive à maîtriser l'enherbement en passant régulièrement avec des engins mécaniques. Le souci de ces engins, c'est que ce sont des tracteurs enjambeurs, puisqu'on a des vignes assez étroites en Champagne, donc ils passent par-dessus les rangs de vignes, ils sont relativement lourds, et même si on a investi dans des tracteurs électriques, aujourd'hui on en a une douzaine, qui représentent une partie de notre parc, ces tracteurs lourds, à force de passer plus fréquemment dans les vignes, finissent par tasser les sols, d'où une impasse un peu technique, et d'où l'idée de se dire, peut-être qu'on pourrait limiter le nombre de passages de tracteurs, par exemple, imaginant de mettre en place des couverts végétaux entre les rangs de vignes, entre le mois d'octobre et le mois d'avril, et les détruire au mois d'avril de manière à faire ce paillage que j'évoquais tout à l'heure, de faire passer peut-être des moutons, et puis aussi d'innover avec des matériels un peu plus légers, des engins autonomes accompagnés par nos collègues vignerons pour pouvoir traiter le sol de manière efficace en étant beaucoup moins lourd et donc en ayant moins d'impact sur la vie des sols. Pardon de vous interrompre. Donc ça veut dire que vous continuez, on le comprend bien, hein, vous êtes également en charge de la recherche et développement, vous continuez d'innover
et de chercher. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y a encore des produits phytosanitaires, est-ce qu'on pourrait imaginer faire du champagne, là on parle de champagne, sans aucun produit phytosanitaire, ou est-ce que ça c'est illusoire ? Alors, les produits phytosanitaires, il y en a 3 grandes familles. Il y a les insecticides, et là, on a la chance d'avoir des solutions dites de biocontrôle qui nous permettent de nous en passer. Biocontrôle, c'est par exemple ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Alors, ce sont des capsules de phéromones qui diffusent et qui empêchent les papillons mâles et les papillons femelles d'une espèce bien spécifique de se rencontrer et du coup de produire des larves qui viennent s'attaquer au raisin. Donc ça, on a une solution écologiquement favorable. Les herbicides, je vous ai dit, on s'en passe maintenant. Donc ça, pareil, on a décidé d'arrêter, on y arrive. On a quelques enjeux de R&D, mais on continue d'avancer. Le gros enjeu ensuite, ce sont les fongicides qui permettent de lutter contre des maladies dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont le mildiou et le idium, par exemple. Donc en bio, il y a des solutions qui existent avec, par exemple, la bouillie bordelaise. Néanmoins, ça reste des produits, certes, qui ne sont pas d'origine chimique, mais ça reste des produits de traitement de la vigne. La solution ultime serait éventuellement d'avoir des plants de vigne résistants aux maladies. Et là, il y en a certains qui commencent à arriver grâce au travail de la recherche. Et en particulier en Champagne, on a un premier cépage qui pourrait être proposé, qui s'appelle le Voltis, qui est en cours d'expérimentation, qui a été autorisé au cahier des charges de l'appellation il y a quelques mois. Et les premiers plants de Voltis ont été plantés cette année. Mais ça veut dire qu'on renoncerait, aujourd'hui on ne peut pas mettre 100% de Voltis sur l'appellation. Vous imaginez bien qu'une vigne, quand on la met en place, elle reste quelques dizaines d'années. Donc il va falloir faire un changement progressif. Et puis surtout, on cherche d'autres cépages résistants de manière à garder le style propre au vin de Champagne. Donc là, il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup, merci pour tous ces détails. Stanislas Milsan, à bientôt sur Bismart. On parle production de fruits. Quels sont les effets du réchauffement en France ? On vous dévoile tout de suite les résultats d'une étude sur les effets du réchauffement climatique sur la production de fruits en France avec Lucille Daugé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Agri-Product Manager chez AXA Climate. À vos côtés, Gilles Barrès, bonjour. Bonjour. Directeur de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Ça représente, avec quelques chiffres, combien d'exploitants, quel chiffre d'affaires Alors, aujourd'hui, on est à peu plus de 90 000 producteurs de fruits, tout confondu, sur un chiffre d'affaires, on va dire, moyen de 3 milliards d'euros, donc ce qui correspond, bon an, mal an, à 10 Airbus à 380. D'accord. C'est effectivement un secteur qui pèse. Et effectivement, en production, on est sur en moyenne 3,5 millions de tonnes par an de fruits. D'accord. C'est toujours à peu près les mêmes niveaux. Enfin, oui, bon an, mal an. Ouais. Alors, on a quand même une tendance un peu baissière, notamment liée à la difficulté liée à la consommation des fruits et des légumes en France, qui est une tendance un peu en baisse. Ouais. Et du coup, forcément, par ricochet, la production baisse un petit peu. Et donc, vous cherchez évidemment à anticiper sur les résultats du réchauffement climatique, notamment grâce à cette étude que vous avez menée chez AXA Climate, Lucille Daugé. Peut-être le constat pour commencer. On est sur une trajectoire minimale de plus 1,5 degré d'ici 2030. Quelles conséquences en termes de vagues de chaleur, de sécheresse? Ça veut dire quoi? Concrètement, donc chez AXA Climate, on est une filiale du groupe AXA. On a travaillé avec des missions d'assurance, notamment d'assurance paramétrique, de formation et de conseil. Et donc, dans le cadre de ces missions de conseil, on va projeter les risques climatiques, donc, dans le cadre de cette étude, pour les filières de fruits et légumes. Donc, ce qui va être important de comprendre, et pour ça on a fait travailler nos scientifiques à une maille très locale, c'est que la valeur, elle n'est pas les moyennes nationales, et notamment en agriculture, elles ne veulent pas dire grand-chose. Ça va être vraiment l'étude locale qui va faire parler. Oui, d'une région à l'autre, d'une production de fruits à l'autre, évidemment. Exactement. Donc 1,5 degré à la maille dans une maille française, c'est assez vaste. Mais quand on regarde région par région, on va commencer à travailler sur des impacts très particuliers et avec une vraie vulnérabilité par filière. Ouais. Donc c'est plus de vagues de chaleur et c'est plus de sécheresse si on résume, si on synthétise. Oui, exactement. Il va faire plus chaud, plus de vagues de chaleur, moins d'eau principalement. Donc c'est principalement le stress hydrique qui va jouer un rôle déterminant pour les productions de fruits. Si on rentre un peu dans le détail, pardon de vous interrompre, de cette étude, effectivement, il y a eu un maillage territorial. Dans combien de départements, combien de cultures fruitières qui ont été étudiées en quelque sorte? On a travaillé sur 16 productions fruitières dans toute la France et sur 25 départements français.
pour pouvoir avoir vraiment une maille d'analyse très fine. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, d'une étude comme celle-là ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'idée, c'est effectivement de pouvoir conforter un ressenti qu'on a tous, évidemment, concernant le climat, et surtout pouvoir anticiper. Anticiper, évidemment, à court, moyen et potentiellement long terme. Pourquoi ? Déjà, peut-être aussi pour s'adapter. C'est-à-dire qu'effectivement, cette étude, elle a pour vocation de renforcer notre adaptation au changement climatique, puisque évidemment des épisodes de sécheresse, des épisodes de gel récurrents ou plus forts peuvent avoir un impact économique. Et donc effectivement, ça vient nous conforter, nous dire vers quelle direction aller pour s'adapter. Alors, quels sont les premiers résultats de cette étude ? Concrètement, notre étude elle nous permet de quantifier un risque climatique pour pouvoir donner aux agriculteurs les armes pour anticiper une adaptation. Les résultats, ça va être de pouvoir choisir parmi des solutions d'adaptation, notamment choisir essayer de penser une adaptation de façon plus systémique, permettre à un agriculteur de choisir entre un changement de variété, par exemple, ou une solution d'irrigation plus performante qui va permettre d'optimiser et de pouvoir lutter contre l'augmentation du stress hydrique qui l'attend dans les prochaines années, ou encore, éventuellement, si on se trouve dans une impasse sur certaines cultures, pourquoi pas tester d'autres cultures. Alors, la température moyenne, elle devrait augmenter, selon les résultats de cette étude, d'1,2 degré, c'est ça, d'ici 2030. Ça veut dire quoi ? Par exemple, le stress thermique de l'été, l'été précédent a été un été de sécheresse et de forte chaleur. Je ne sais pas encore ce que donnera celui-là, mais qu'est-ce que ça signifie pour les productions ? Typiquement, 1,2 degré, c'est tout au long de l'année. Mais le réchauffement, ce qu'on observe, c'est qu'il va être très différent en été et en hiver. Il va être plus fort en été, jusqu'à 1,9 degré, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Et ça va être très important, notamment pour les productions de fruits, parce que c'est le moment où les fruits sont sur l'arbre. Les fruits sont particulièrement sensibles au risque de grillure. Ils vont être peut-être récoltés plus sucrés, ils vont moins bien se préserver. Et ça va avoir un impact qui va être déterminant pour les productions et pour la transformation par la suite. Et en termes de bilan hydrique, qu'est-ce que cette étude annonce ? Concrètement, bilan hydrique, ça vient de deux choses. Et il va faire plus chaud, donc les arbres auront plus soif, vont plus consommer d'eau. Et en même temps, en été, il y en aura moins de précipitations. Donc on aura moins d'eau à disposition. Donc les agriculteurs doivent penser à stocker de l'eau ou l'utiliser de façon plus efficiente avec des systèmes d'irrigation comme l'irrigation goutte à goutte, des systèmes enterrés qui vont permettre d'apporter aux arbres exactement ce dont ils ont besoin, pas plus, pas moins, pour pouvoir permettre d'optimiser cette ressource en eau qui se fera de plus en plus rare. Oui, avec une diminution de 38% en moyenne selon cette étude d'ici 2030, avec de fortes disparités géographiques. Ça va quasiment jusqu'à moins 50%, moins 47% dans le Tarn. Vous ensuite, vous prenez, on va continuer de donner quelques résultats, vous diffusez ça évidemment département par département. Il y a des actions qui ont déjà été mises en place, j'imagine, depuis plusieurs années. Oui, effectivement, on n'a pas, heureusement, j'ai envie de dire, attendu pour effectivement commencer à s'adapter au changement climatique. Comme ça a été dit, effectivement, il y a déjà un travail scientifique déjà sur effectivement les choix variétaux. C'est-à-dire effectivement aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer, je ne sais pas, par exemple sur une culture d'abricots, de continuer sur des espèces qui ne sont entre guillemets pas résilientes. Là effectivement il faut travailler sur des variétés qui sont adaptées soit effectivement au coup de chaud ou au coup de froid. Ça passe par là. On l'a dit effectivement sur le bon dosage de l'eau, peut-être aussi sur des cultures qui sont moins demandeuses en eau. Voilà, c'est tout un tas de sujets sur des filets, ce qu'on appelle paragrêles, qui viennent protéger effectivement les vergers des grêles qui peuvent être de plus en plus importantes, etc. Des filets ombragés pour limiter effectivement le rayonnement. On peut imaginer des panneaux photovoltaïques. J'en ai vu encore il n'y a pas longtemps dans le sud de la France, effectivement, qui vont limiter le réchauffement de tous ces vergers, voilà, etc. Et je le disais en titre, on parle dans cette étude d'un nombre de productions fruitières à risque qui va doubler, passant de 22% à 45%. L'abricot, typiquement, c'est une production fruitière à risque. Elle est répertoriée comme telle aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a un certain nombre, l'étude le montre, de variétés qui sont plus sensibles ou plus à risque. C'est-à-dire qu'on a effectivement aujourd'hui des cultures qui aujourd'hui avaient un risque très faible, voire pas inexistant, mais très faible, qui demain, effectivement, à l'horizon 2030, se retrouvent à risque. L'abricot en fait partie. Il est effectivement, je crois, sensible au chaud. Il a besoin d'eau. Évidemment, il est plutôt situé dans un bassin de production du sud, donc
pourtour bassin méditerranéen. Donc effectivement, on le sait, c'est une région où les chaleurs sont plus importantes. Donc voilà, effectivement, il y a des risques plus avérés pour certaines productions, comme l'abricot, comme je pense à la pêche aussi. Voilà. Ça prend combien de temps de faire basculer parce que voilà, si on se met à la place d'exploitants, il dit bon bah je vais arrêter l'abricot. Ok, très bien, mais combien de temps ça prend pour passer à autre chose, pour faire rentrer quand même du chiffre d'affaires sur la culture fruitière qui va remplacer l'abricot? C'est pas simple, quoi. Alors ça dépend évidemment du produit, enfin entre guillemets de la culture. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Je pense que le kiwi peut-être qui est effectivement plus facile, mais vous avez effectivement quelque part c'est de l'arboriculture fruitière, donc ce sont des arbres, donc effectivement il faut penser à l'implantation, le fait attendre que l'arbre pousse, commence à donner des fruits, donc on est sur quand même généralement 4-5 ans en moyenne pour qu'on retrouve quelque chose, mais ça peut être aussi effectivement l'adaptation à ces fameux, comme on disait, plants, des plants qui sont effectivement adaptés à une poussée plus rapide, quoi. Lucille Dauger, cette étude, elle va jusqu'à conseiller le secteur justement pour trouver des cultures de remplacement, pour changer de pratique? Exactement. L'idée, c'est de quantifier un risque pour pouvoir savoir ce à quoi on va s'attendre et est-ce qu'il vaut mieux investir dans une solution d'irrigation plus performante, changer de variété ou changer de culture carrément. On parlait de l'abricot qui va être particulièrement à risque. Les poires ou les pommes, par exemple, dans la vallée de la Loire, s'en sortiront mieux, entre guillemets. Donc, on va pas forcément... on va avoir une adaptation qui va porter plus sur un risque en particulier, plutôt que penser à un changement de système complet, par exemple. Petite question plus liée à l'actualité. On en parle souvent dans cette émission sur le marché du bio, les difficultés du marché du bio. Les producteurs qui ont fait le choix de passer au bio il y a quelques années, ils le ressentent aujourd'hui, ils souffrent? Alors, ils souffrent, mais aujourd'hui, ils ne souffrent pas du changement climatique. La problématique ils souffrent de la baisse de la consommation. Exactement. Je pense typiquement à la pomme bio, qui effectivement a un marché qui devrait être 2 fois supérieur à celui qu'il est actuellement en termes de consommation. Et qui effectivement de fait ne se retrouve pas économiquement. Donc la question elle est effectivement demain comment on s'adapte là pour le coup à un marché qui est-ce qu'on exporte davantage? Est-ce qu'on demande aux citoyens de consommer 2 fois plus? Est-ce que ceux qui consomment déjà doivent eux consommer 2 fois plus? Voilà, c'est toutes ces problématiques. Est-ce que ça veut dire que la tendance, parce qu'il y avait une tendance à avoir la part du bio augmentée, elle est en train de s'inverser? Elle ne va pas en augmentant, effectivement. J'en ai pas l'impression, en tout cas, parce qu'effectivement, le bio peut être plus complexe en termes d'itinéraire, ce qu'on appelle l'itinéraire technique. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, les arboriculteurs iront sur un marché si, évidemment, ils ont la certitude ou quasi-certitude qu'il y a un vrai marché derrière et qu'ils tireront un revenu. Qu'ils puissent en vivre, évidemment. Pour terminer, un peu moins d'une minute, Lucille Dauger, ces études, elles sont menées pour d'autres secteurs, pas seulement pour la production de fruits et légumes? Absolument, on a travaillé là sur l'agriculture, mais tous les secteurs sont concernés par le changement climatique, le transport, le tourisme ou encore l'immobilier. Pour vous donner quelques exemples, on a travaillé sur d'autres études, notamment à Lacanau, où le risque des montées des eaux entraînera un risque pour plus de 1500 logements qui pourront être relocalisés. Ou encore un exemple peut-être plus parlant qui va marquer ceux qui ont la chance de partir au ski, où l'enneigement est aussi à risque dans les stations de ski françaises. Et on projette que dans des stations comme Avoria, en 2050, il y a plus de 70% de l'enneigement qui sera à risque. Donc c'est très concret, c'est des risques importants qu'il est nécessaire de quantifier pour penser à l'adaptation de ces secteurs. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passera à notre rubrique Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Smart Ideas, notre invitée est avec nous en duplex, Manon Vaillant, la cofondatrice de Purnat. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez créé en 2020 avec Natacha Kinadjian-Kapla. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Bonjour. Alors l'idée de départ, en fait, c'est une prise de conscience avec Natacha. Toutes les deux, on a eu connaissance des chiffres de la pollution de l'air et plus particulièrement de ses impacts sur la santé des populations. C'est 20 000 décès par an en France. Donc, c'est des conséquences qui sont dramatiques. C'est 7 fois plus que les accidents de la route. Et dans le même temps, Natacha a travaillé pendant 5 ans à mesurer la pollution de l'air dans les bâtiments, donc sur le terrain, et à essayer de mettre en place des solutions existantes pour proposer des plans d'amélioration.
de la qualité de l'air dans les bâtiments. Et par cette expérience, elle s'est rendue compte que malheureusement, les solutions qui existent sont pas suffisamment efficaces pour réellement protéger la santé des occupants et ont tendance également à apporter des problématiques de consommation énergétique dans le bâtiment et des problématiques d'impact écologique. Donc c'est tous ces constats. Je vous interromps, vous vous êtes mis à chercher, à inventer un nouveau purificateur d'air, c'était ça l'objectif? Alors pas tout à fait. En fait, on a décidé d'agir effectivement en créant PureNat et d'exploiter le fruit des travaux de recherche de Natacha qui, avant cette expérience terrain, a réalisé une thèse sur des solutions qui permettent de détruire les polluants de l'air. Et elle a inventé un tout nouveau matériau biomimétique sous la forme d'un fil composite qui permet de détruire les polluants de l'air et à partir duquel on fabrique le premier textile du marché qui va non seulement capter les polluants, mais aussi les détruire. Et alors, en quoi c'est biomimétique ? Alors le biomimétisme, c'est le fait de reproduire ce qui existe naturellement dans l'environnement et qui apporte des améliorations techniques et technologiques. Donc là, la structure du fil imite les alvéoles des algues marines et ça permet de décupler l'efficacité de purification, d'épuration de ce matériau. Donc vous avez déposé un brevet. Vous en êtes où du développement de PureNat aujourd'hui ? Aujourd'hui, à PureNat, depuis plus de 2 ans, on a fait du transfert technologique. L'enjeu étant de sortir de la validation labo et de transposer à une échelle qui rend viable la technologie pour la commercialiser. Et aujourd'hui, on est dans cette phase-là d'amorçage industriel, puisque cette année, on est en train de mettre en place l'outil industriel qui doit nous permettre de fabriquer en grande série notre textile et de pouvoir commercialiser dès janvier 2024 auprès de nos cibles qui sont des industriels et des fabricants de systèmes à traitement d'air. Oui, grâce à une levée de fonds, je crois, de plus d'1 million d'euros, donc ça permet de passer à l'échelle, donc cette phase industrielle. Alors justement, vos clients, détaillez un peu vers quelle cible vous lancez. Oui, PureNat, on est un fabricant de semi-produits. C'est un peu, on aime bien se caractériser comme le Gore-Tex de la dépollution de l'air, puisque on travaille avec des industriels qui fabriquent des systèmes à traitement d'air pour les bâtiments ou des purificateurs d'air, ou des industriels comme des constructeurs automobiles pour équiper les habitacles automobiles, les constructeurs dans l'aérospatial et des industriels pour équiper directement les procédés industriels qui génèrent de la pollution de l'air. Donc on leur propose une phase de pré-étude où on va dimensionner sur mesure notre technologie pour l'adapter à leur environnement et à leurs contraintes de spécificité de chaque client. Et ensuite, on va vendre un textile actif sur mesure pour pouvoir le plugger directement dans les produits finis de ces différents industriels. Merci Manon Vaillant et bon vent à PureNat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!